J'avais mon ami, le même ami que j'ai, Akram, qui m'appelle, qui me dit « Écoute, il y a une conférence qui est annulée juste la nuit dernière. Est-ce que tu peux venir faire la conf à sa place ?» Je lui dis « Mais sur quel sujet ?» Il m'a dit « Sur Angular ». J'avais aucune idée sur Angular, j'ai jamais travaillé dessus. Pour qu'une startup fonctionne, vraiment, no bullshit, il y a 3 facteurs. Il y a le pain, la douleur, tu vois. Le deuxième, c'est urgency. Et le troisième, c'est le market cap. Si tu as ces 3-là, une idée qui a ces 3 facteurs, ben, tu as vraiment une solution qui peut devenir grandir, tu vois. Eh ben, bonjour. Bonjour à toi. Bah, déjà, je vais te laisser te présenter ton prénom, ton nom. Tu le donnes normalement en arabe et puis après, tu me donnes une version pour les non arabophones. Ok, bah, merci tout d'abord de m'inviter. Merci pour la chance de faire le podcast. C'est la première fois que je fais un podcast. Hein. Donc, Moi aussi. Donc je m'appelle Mohamed Amin Zeraoui. Je suis tunisien. Je travaille dans le dev. Alors attends, tu t'appelles comment? Mohamed Amin Zeraoui. C'est Mohamed Amin Zeraoui. Voilà, merci. Parce qu'il y a des gens de différents pays qui vont nous écouter, j'espère, Ouais. parce qu'on est mondialement connus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer un peu le contexte du podcast, expliquer où on est. Déjà, on est où? On est à Djerba, Djerba, île des rêves. qui se trouve où? C'est en Tunisie. C'est au sud de Tunisie. Et c'est une île paradisiaque. Bon. Ouais, je suis à Djerba, je vais dire ça, mais si tu cherches, tu vas voir l'île des rêves. C'est le synonyme. Bon, Comme vous voyez, elle est très jolie. on va y revenir. Bon, c'est pas la partie la plus jolie qu'on montre non plus, Ah oui, mais c'est c'est quand vrai. même joli. C'est quand même sympa. C'est Ouais. quand même sympa. Donc en fait, classiquement, d'où tu viens? Tu es tunisien? Ouais, 100%? je suis tunisien. Mais on va. 100% Mais tu sais tunisien. quoi, on va même commencer. Alors, je vais pas faire ça avec toutes les interviews, mais toi, on va commencer par ta naissance. Oui, donc ma naissance est un événement un peu spécial. Et d'habitude, c'est juste 2 couples qui ont un enfant, tu vois, avec la famille qui vient et tout, mais avec moi, c'était un peu spécial. J'étais né au Koweït, donc au 1er août 1990. Qu'est-ce qui se passe au Koweït le 1er août 1990? Ben, juste un jour après, il y a Saddam à Irak qui a envahi le pays, donc il a envahi Koweït. Et par coïncidence, il y a mon père qui est retourné en Tunisie. Donc juste pour, il y a des trucs, des problèmes urgents qu'il devait résoudre. Et donc comme ça, je me retrouve, bon, avec ma mère, moi je me rappelle pas. Donc dans cet événement, mais on avait la chance quand on est sorti. Bon, c'est pas dramatique, hein. Non. C'était une bonne expérience. We laugh about it. Ça Voilà, annonce. tout le monde. Moi, je connais un peu ta vie. Je trouve que c'est assez révélateur d'une personnalité et d'un parcours de vie. Tu as grandi À Sfax. à Sfax, en Tunisie. Donc oui, c'était à Alors, Sfax Sud. Juste en rapide, pour ceux qui connaissent pas Sfax, c'est quoi comme type de ville? C'est une ville industrielle. C'est au sud, mais milieu, vraiment le début du sud de la Tunisie. Et certains l'appellent la capitale économique du pays. Parce que là-bas, tu vas, il y a plein de trucs, des zones industrielles. Et même le taux de chômage, c'est le plus bas de la Tunisie. Donc Encore à aujourd'hui? Sfax, oui, c'est 8%. Ok. Donc je suis grandi à Sfax. Bah, j'étais toujours fasciné par le développement et aussi le business. Parce que c'est mes parents qui m'ont inspiré. Mes parents, tous les deux, ils avaient des projets. Ils ont des projets personnels. Donc ça m'a toujours influencé. Tes parents sont entrepreneurs? Oui, bon, mes parents, ils sont dans le secteur éducatif. Ok. Donc mon père, c'est un enseignant, aussi ma mère. Mais mon père, c'était pour le niveau lycéen, tu vois, collège. Ma mère, c'était pour, c'est pas kindergarten, mais c'est primaire, tu vois. Et ensuite, mon père, il a commencé son projet, c'était un lycée privé à Sfax. Et après, même chose pour ma mère, un peu plus loin,
lorsque je me rappelle, lorsque j'étais un peu dans l'université, qu'elle a commencé le projet. Et ça m'a inspiré toujours, parce que je voulais cette liberté, tu vois. Et donc, j'étais toujours influencé par deux choses, la technologie et le business. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études à la faculté d'économie et gestion. Donc là, j'ai étudié tous les deux, donc le business et Ah, t'as pas fait une école d'informatique c'était une branche informatique. C'est l'école, c'est l'université et l'université de l'économie, des sciences économiques. Mais il y a un nouveau département de l'informatique développement. Ok. Et donc nous, on étudie le développement, l'informatique, la conception et tout, mais aussi la partie business. Ok. Et donc ça m'a influencé et c'est pour ça que ça m'a influencé jusqu'à aujourd'hui. Tu sors, tu as ton diplôme. Donc là, tu commences un job de développeur, tu commences un job d'entrepreneur, tu commences un job de quoi? Bon, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai commencé quelques projets freelance au début. Et bon, c'était des sites web, technologie, CSS, jQuery, si tu te rappelles. Et, C'était et quand ensuite, ça? C'était en quelle année? Juste pour te faire un peu mal. je pense que c'était 2015, 2014-2015. Oui. Donc, bon, il y avait d'autres technologies. Lorsque quelqu'un qui vient juste terminer l'école, ses études, tu connais le code hein, qu'ils vont faire. Oui. Et sans encadrement, donc ça va être le bordel. Et comme ça, ensuite, j'ai commencé à travailler dans une société, elle s'appelle EBS. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux avec PHP, technologie PHP, et c'était Cake PHP. On a commencé des projets tunisiens, des petits commerce, il fallait de la gestion de stock et tout, un mini ERP. Et ensuite, je me suis dit, mais le code, j'aimais pas trop. Cette expérience, moi, m'a appris que plein de trucs que je devais pas faire, que plus que je devais faire, tu vois. Donc, et ensuite, je me dis, je vais me lancer avec. Non, j'ai travaillé avec un autre ami. Il avait une autre entreprise, ça s'appelle Atom, donc à Sfax. Et ensuite, j'ai fait du freelance pendant une petite période. Et la freelance, c'est la première fois. Alors, cette partie est importante parce que ça a influencé notre rencontre. Et le fait que j'ai travaillé avec toi notre jour. Et le truc, c'est que j'avais un ami qui m'a dit écoute, il y a une nouvelle technologie qui est sortie, elle s'appelle JHipster, tu vois. Et je me suis dit bah, c'est quoi JHipster? Elle m'a dit que c'est un générateur de code. Et mon ami Akram, c'était un doctorant dans ce sujet, dans les générateurs de code. Donc, il a testé plein. Il est revenu avec cette technologie. Il m'a dit, écoute, on peut faire plein de trucs cool avec cette technologie parce que ça va nous faciliter la vie, tu vois. Et je lui ai dit, OK, bon, on commence avec quoi? Là, cette période, il y avait Angular qui était le hot subject, je pense, que développement web. Et tout le monde apprenait Angular. La première version, La première version. la vraie version, celle qui était bien. Oui, oui, oui. Et juste un truc marrant, Angular, comment je l'ai appris? Ben, j'avais mon ami, le même ami que j'ai, Akram, qui m'appelle, qui me dit, écoute, il y a le GDG, l'événement GDG à Sfax. Et pour ceux qui ne connaissent pas GDG, c'est l'événement de Google, donc Google Development. Google Developer Group, en fait, c'est des communautés qui sont poussées par Google et ils fournissent des sponsors. Alors ça a varié avec le temps, mais globalement, ils fournissent des sponsors, enfin des speakers, etc. Et un peu une vitrine et c'est pas mal. Enfin, et c'est partout dans le monde en fait. Il y a des GDG un peu partout dans le monde, c'est sur la base du volontariat et en fait ça prend la forme soit tu as des Google, enfin tu as des meet-up, des GDG, des meet-up GDG, enfin je sais plus comment ils s'appellent, et puis après tu as des conférences annuelles sur une journée ou plusieurs jours qui sont les DevFest en fait. DevFest, oui. Et donc il m'appelle, il me dit, écoute, il y a un conférencier qui a annulé, donc juste la nuit dernière. Est-ce que tu peux venir, c'est-à-dire faire la conf à sa place? Je lui ai dit, mais sur quel sujet? Il m'a dit, sur Angular. Et j'avais aucune idée sur Angular, j'ai jamais travaillé dessus. Et ben là, mais j'avais l'expérience en développement web.
Donc, j'ai commencé, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc dans ma tête, plein de trucs qui m'ont dit, non, mec, il faut pas le faire. Ouais, bah en fait, ce que j'allais dire, Pas c'est que le là, dire, hein. tu es en train de perdre énormément de points de crédibilité chez les développeurs parce Ouais. qu'un vrai développeur n'aurait jamais fait ça. Par contre, un commercial, oui, tu vois. Un commercial, pas de problème, je connais pas la techno et je suis prévenu la veille, j'ai rien préparé. Ok, j'y vais. Non, ce truc, c'est que c'était un truc d'introduction. Donc, même si le sujet, j'avais donné aucune promesse que je connais et tout. Donc, c'était juste introduction. Et je dis, OK, je vais le faire. Je vais pas laisser tomber mon ami. What's the worst gonna happen? 200 personnes qui quittent la salle, bah, Ce sont des choses qui arrivent. c'est des choses qui arrivent. C'est un truc que je peux, tu vois, un autre jour dans un podcast Tu pourras raconter. être marrant. Et donc C'est vrai là, que quand on est né un jour de guerre, tu vois, c'est. oui, comme ça, j'ai préparé, j'ai vu la technologie, j'ai fait une démo. Ah ok, ça marche comme ça. Et après, j'ai présenté aux gens. Mais j'étais sincère, je leur ai dit que c'est pas encore testé, c'est juste voici les ABC, tout ce que j'ai vu. Et c'était sympa parce que déjà, j'avais peur de. J'étais pas trop à l'aise à parler en public, tu vois. Et c'était un événement important pour moi. Donc après, comme j'ai dit, j'ai commencé à travailler avec mon ami en freelance. Et on a commencé à travailler avec JPSR. Donc JPSR, moi j'étais responsable partie front. Et toi, tu étais avec. C'est mon ami qui était avec la partie back. Et là, un jour, toi, tu m'as posé la question. Non, mais attends, parce Ouais. il manque une partie. Là, c'est le moment où on se rencontre. Oui, après, Avant- on a fait du freelance. Ouais, Non, il y a notre. Il y a la partie Canada. Canada, oui. Donc là, le freelance avec mon ami, c'était un peu. Ça n'a pas trop marché. Parce qu'on n'était pas vraiment trop business, tu vois, orienté business. Et avec mon ami, nous, on était un peu tech. Et on commençait à freelance. Et l'idée, c'était quoi? C'est on va commencer à freelancer. Si ça marche en Tunisie, on va ouvrir notre boîte. Donc là, on a commencé la partie freelance et on a galéré. Bah, tu vois, on travaillait, on se faisait pas payer. Les négociations, tu vois, le galère de tout développeur. Donc, Les galères de beaucoup de développeurs Ouais. qui se lancent en freelance ou qui montent leur boîte, en effet. c'est ça, c'est exactement ça. Le truc, c'est que le freelance, tu te prends la responsabilité de trop de trucs. Ok, tu as cette liberté, mais est-ce que vraiment tu as la liberté à la fin parce que tu vas travailler 12 heures chaque jour, tu vois? Et est-ce que la responsabilité, comment tu vas gérer la comptabilité, comment tu vas gérer les factures, comment tu vas gérer les clients? Et donc, oui, c'était une expérience très importante parce que j'ai appris plein de trucs. Et après, un jour, un truc que j'ai pas dit, j'ai oublié de le dire, c'est que je voulais étudier au Canada avant. Donc j'ai essayé, j'ai déposé le papier et tout, mais j'ai pas obtenu le permis d'études. Ils ont un permis d'études. Et donc après, j'ai fermé cette porte du Canada. Et là, je me stabilise dans ma vie. Donc je commence à partir freelance, même si ça n'a pas beaucoup marché peut-être au début. Mais au final, on ne sait jamais hein, parce qu'on n'a pas continué. Et là, il y a un mec qui m'appelle, écoute, tu veux revenir au Canada? Le mec, C'est un peu l'histoire C'est de ta comme- vie, ça. c'est comme ton ex qui revient, tu vas te communiquer T'avais fini, tu l'avais après. oublié, et puis, ok. Ah oui, mais le Canada, j'étais. Il me dit, écoute, il y a la société Revenu Québec. Je ne sais pas si tu connais Revenu Québec. Moi, des infos que je me souviens, tu devais aller chez Fujitsu, je crois. Oui, mais il y a un truc, c'est qu'il y avait Revenu Québec. Et Revenu Québec, c'est comme un truc gouvernemental qui est responsable de collection des impôts, tu vois, de tout le Québec. Ok. Donc c'est l'organisme responsable de collecte des impôts. Et c'était un truc gouvernemental au début, mais après, ils ont créé une entité avec un CEO, mais sous la direction du ministère de l'économie, tu vois. Donc, mon ami il me dit que Revenu Québec,
elle va venir chercher du monde. Il m'a dit, tu dois leur dire que, OK, pour travailler du COBOL, tu faire du COBOL là-bas. Ah, Je lui ai dit, ça, tu me l'avais pas dit, ça. Ça, tu me l'avais pas dit. et non, le truc, attends, non, le truc c'est que j'ai dit, OK, mais après le jour de l'entretien, parce qu'il y avait des tests français, tests psychotechniques, tests machin, et après le jour J, j'ai fait l'entretien, il me dit, écoute, ça te dérange de faire du COBOL? J'ai dit, non, je fais pas du COBOL. Et là, on the spot, sorry man. J'étais trop honnête. Il m'a dit, mais tu t'en vas parce que tu dis que tu vas faire du COBOL, mais après, tu vas faire d'autres entretiens, donc tu vas travailler sur un autre truc. Mais moi, non, je fais pas de COBOL, tu vois. Et après, là, j'ai fait l'entretien avec Fujitsu Siemens, ça s'est bien passé. Et le truc, c'est qui est marrant, si c'est-à-dire, par exemple, je continue avec Fujitsu Siemens, je vais travailler dans Revenu Québec. donc, donc, donc oui, c'était un peu. Donc comme ça, j'ai dit non. Après, j'ai fait avec Fujitsu Siemens. On m'a accepté, on m'a envoyé le contrat, j'ai signé le contrat. Et là, je me dis, écoute, je vais faire une semaine à Djerba. Parce que mon frère était à Djerba à ce moment-là, donc j'ai passé une semaine après mon frère. J'avais des projets en Tunisie que je devais clôturer. Donc je vais aller à Djerba, faire profiter un peu de l'île, tu vois, et faire du remote, faire du travail. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Djerba, Djerba, c'est une île touristique, Ouais. voilà, où il y avait que plage, la vie est douce. C'est une île, donc c'est beaucoup plus calme qu'une ville comme Sfax ou Ouais, Tunis. ouais. Il y a un truc que t'expliques pas, c'est que tu dis que tu as signé le contrat avec Fujitsu, mais, Oui. mais t'es pas. Et pourquoi t'es pas parti Ah oui, oui, c'est vrai. Donc le truc, c'est que j'avais besoin d'attendre mon permis de travail. Et donc la procédure, ça prend 6 mois. Parce que ça, c'est important de le dire parce que Ouais, en Tunisie, les gens le savent, je pense que les développeurs le savent, mais parce que il y a dans la conscience collective des développeurs, effectivement, un développeur peut trouver du boulot un peu partout dans le monde. ouais. Tu vois, même un développeur tunisien, entre guillemets, tu vois, qui n'a pas accès à tous les pays, machin, mais avec des bonnes compétences, tu peux aller au Canada ou autre. Par contre, donc les sociétés, elles sont open, elles ont envie, etc. Mais il reste une petite réalité qui, elle, est la même un peu partout, c'est la problématique des visas. Des Et visas. ça, on va en reparler ouais. aussi des visas, parce on a quelques expériences Ah oui, c'est vrai. à discuter. Donc j'attendais mon permis de travail et ils m'ont dit que ça prend 6 mois. Et le truc, c'est que lorsqu'ils ont commencé la procédure, il y avait deux choix. Soit recruter ou travailler avec des boîtes avocats qui ont l'expérience de faire venir les gens, tu vois. Soit ils font le truc eux-mêmes. Et ils ont choisi de faire le truc eux-mêmes. C'était leur première expérience de faire venir des développeurs. Et au total, on était 25, je pense, 20 développeurs. Et ils ont pas obtenu le permis de travail, choqués. T'as pas l'expérience, tu veux venir 25 personnes la première fois, bah oui, au final, il dit, écoute, donc là, c'est 6 mois qui sont passés. Et là, juste pour le timeline, c'était comment? Bah, moi, je suis resté à Sfax 2-3 mois, je pense. Après, il y a un mois que j'ai travaillé en freelance ici à Djerba avant de te rencontrer. Juste 2 mois avant, c'est là on s'est rencontrés. Et là, si tu veux encore. Alors, je vais faire. En gros, moi, en parallèle, moi j'avais créé Bear Studio donc en 2016. On était 4 ou 5, on n'avait pas les moyens de recruter encore assez de monde en France, mais on avait besoin un peu de renfort. Ayant de la famille en Tunisie, des connaissances en Tunisie, je me dis je vais aller en Tunisie, je vais proposer à des développeurs un job où ils restent en Tunisie et ils sont payés avec un salaire correct et ils bossent avec nous en remote. Donc naïvement, je me disais je vais trouver facilement. Je vais avoir commencé par Tunis, j'ai fait des espaces de coworking, tout ça, et en fait j'ai galéré parce que je me suis rendu compte que justement il y avait des boîtes, des grosses SS2I françaises et pas que, qui venaient les chercher par bateau en fait. Et du coup, moi, j'étais pas une grosse boîte, etc. Donc tout le monde s'en foutait.
Donc pareil, donc j'avais fait une semaine à Tunis, je redescends une semaine à Djerba pour aller voir ma sœur et en me disant bah je vais continuer à chercher, mais honnêtement j'avais pas d'espoir parce que je me disais que c'est pas à Djerba que je vais trouver un développeur. Et en plus il faisait hyper froid, c'était en février je crois, Ouais. on avait loué une maison, on avait mis le chauffage à fond au début et quand c'était un Airbnb et quand le proprio il a vu que ça chauffait, que ça consommait de ouf, il nous a coupé le chauffage, enfin bref. Voilà, donc on va à l'espace de coworking désert, parce que je crois que c'était le ramadan en plus. Le Ramadan. C'était le ramadan, ouais, Oui, oui, c'est oui, vrai. c'était le C'est vrai, ramadan, c'est donc vrai, espace de coworking désert. ouais, c'est vrai. Là, je rencontre un gars qui a l'air un peu curieux de ce qu'on fait là, mon frère et moi. Et du coup, je lui dis, ah voilà, je cherche un des développeurs et tout machin. Là, il me dit, ah, j'ai peut-être quelqu'un et tout. Et je me souviens parce que, en plus, il note sur un post-it et tout. Et on m'avait déjà fait plein de fois, ouais, je prends ton contact et tout machin. Donc j'étais un peu en mode dépité. Le lendemain, on décide de pas aller à l'espace de coworking, on va rester dans notre Airbnb tout glacial là. Ouais. Et là, je reçois un appel du gars qui me dit ouais, le gars, j'en ai parlé, il sera à l'espace de coworking demain, machin. Donc, bah ok, j'y vais. Et là, donc spoiler, je rencontre ce gars. Je me souviens, c'est sur la terrasse un peu similaire de Cozy. On Oui, discute et c'était un peu. nous, on faisait comme aussi du ça. J-Hipster en fait à l'époque, justement pour démarrer les projets le plus vite et capitaliser. Donc là, je rencontre un gars, un développeur à Djerba, Ouais. qui fait du J-Hipster, a déjà donné des conférences, mais fait du freelance, et il est dispo pour essayer machin. Donc je fais banco, et en plus le mec honnête, parce que je lui pose des questions, parce que j'avais peur aussi d'avoir un développeur qui me dit oui, oui, oui à tout, je pose mes questions, parce que c'est le développeur t'inquiète, tu vois. Ouais, t'inquiète. Développeur t'inquiète, déjà ça existe dans tous les pays, mais alors en Tunisie, tu vois, le Ouais. t'inquiète. Donc j'avais peur de rencontrer un développeur t'inquiète, et je sais plus ce que je t'ai posé comme question, mais tu m'as dit, il y a des questions auxquelles tu m'as répondu non, je connais pas. J'ai fait ah bon bah c'est bien, tu vois. Ouais, tu m'as dit React, est-ce que tu connais? Ouais, je crois que c'était ça. Et en plus, tu m'as dit de toi-même, et c'est la partie la plus rigolote de l'anecdote, c'est Ouais. que tu m'as dit, bon, par contre, en fait, moi j'ai un contrat, je vais partir chez Fujitsu au Canada, donc on peut essayer en freelance, mais voilà, après je vais partir. Ouais. Ce à quoi je t'ai répondu, bah, je comprends, j'étais allé en vacances au Canada juste un peu avant d'avoir monté ma boîte et j'avais vraiment apprécié. Je m'étais dit, j'avais dit, bah oui, dans le Canada, je peux pas rivaliser parce que franchement, c'est cool. Et j'avais dit, bah, pas de problème. Le seul truc, c'est que avant de partir, tu m'aides à trouver un autre développeur. Ouais. Ça, voilà, moi, je voulais tester mon truc, en fait, d'avoir un développeur en remote, du renfort dans notre équipe et pouvoir gérer les projets au forfait qui débordent, qu'on a mal chiffrés, etc. Voilà, le classique, quoi. Ouais. Et donc c'était ok. Par contre, je t'ai dit, et ça tu t'en souviens, je t'ai dit, bon, je te préviens, Ouais. je vais quand même tout faire pour te laisser, pour pas que tu partes, tu vois. Ouais. On va dire, je suis ok, tu pars, machin, il n'y a pas de problème, etc. Donc, on est d'accord, on a un deal. Maintenant, je vais quand même utiliser toutes les manières loyales et déloyales pour essayer de faire en sorte que tu partes pas. Ouais. Je me rappelle. Moi, de moi, je dis ok, bonne chance. C'est mon ex qui m'appelle. C'est moi. Voilà. Donc, spoiler, j'ai gagné. On a commencé comme ça, et ensuite, Oui, ensuite, il est en marque et je sais pas si tu veux. oui, vas-y, de toute façon, il y a eu. Non, mais t'as créé une société. Oui, on a créé une société. Bon, avant la société, il y avait Omar, il y avait un autre développeur qui a travaillé avec nous. Et c'était aussi parce que moi seul, on n'avait pas beaucoup de problèmes, un truc financier. Au final, c'est le montant. Mais si on voulait agrandir l'équipe et avoir plus de gens, là, il faut être sérieux. Et on a commencé à établir la société. Donc, t'as créé cette société. Et- En quelle Donc, année? c'était 2019, je pense. Je pense que c'était 2019. Parce que fin 2018 et début 2019, Ouais, c'est avant le Covid, c'est sûr. c'est sûr. C'est Ouais. avant le Covid. Donc, Ouais, donc, et après, on a commencé à travailler ensemble. On a grandi l'équipe. Il y avait Omar qui a rejoint l'équipe. Après, il y avait Zouair.
Et donc Zouhair, c'était la personne que j'ai contactée pour me remplacer dans Oui. Oui. un truc que j'ai pas cité. Bon, avant ça, il y avait, j'ai eu le refus du permis, pas seulement moi, les 25 développeurs au Canada. Et donc là, ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils vont réessayer et ça va prendre 6 autres mois, tu vois. Et donc là, je me suis dit, non, ça va. Ce temps-là, là, ma perception a changé. C'est-à-dire qu'avant, je voulais vraiment aller au Canada. Et tu vois, généralement, en Tunisie, si on va à un autre pays, ça serait pour faire des sacrifices, tu vois, aller travailler parce qu'au final, tu veux ou t'espères que ça va changer dans le mieux, tu vois. Mais là, je commence à travailler depuis Djerba avec vous et je vois les projets. Et aussi, il y a une autre motivation que j'avais aussi. Pourquoi je voulais aller au Canada, c'est aussi la partie expérience professionnelle. Je voulais vraiment travailler sur des projets innovants, des startups, et tu as plus de chances. Surtout la période où je suis sorti de la Tunisie, je voulais sortir, c'est que c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a plein de projets intéressants. Tu peux travailler en Tunisie sur des projets parce que il y a, comme tu as dit, les SS2I, des sociétés tunisiennes qui obtiennent des projets européens ou américains. Mais là, je voulais vraiment faire de l'expérience professionnelle, j'améliore et travailler sur de nouvelles technologies. Et là, lorsque j'ai travaillé avec vous, j'ai vu que c'est ce que je voulais, tu vois. C'était pas du COBOL en plus. Et c'était pas du COBOL. Jamais, jamais je rêvais. Bon, après, ils m'ont dit que c'est $50, j'ai pleuré. C'est $150 l'heure, tu vois, du COBOL. Je regrettais. Alors, le coût de la vie est quand même pas le même non plus. Ouais, et donc là, ma perception commence à shifter et j'ai changé de je vais aller au Canada et là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser Djerba? Et parce que là, je vivais bien, vraiment, t'as la mer, le soleil, plein de trucs, des gens ils sont très friendly, tu vois, ils sont gentils et très accueillants. Et donc là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Et je commence à shifter. Et ça, c'était avant de créer la société. Et donc là, au moment, parce que j'étais vraiment... Torturé. Oui, c'était torturé parce que là, tu sais, ta vie va changer 180 degrés. Et là, j'ai pris la décision, je dis non, je vais rester en Tunisie, tu vois. Et donc, on a commencé le projet ensemble. Oui. Et c'est resté pendant un bon moment. Donc, on travaille ensemble pendant... Ça aurait pu, je viens de réaliser que ça aurait pu être un scénario catastrophe pour toi, parce qu'il y a eu le Covid juste après. On aurait pu dire, OK, on arrête tout, tu te retrouves coincé à Djerba. À Djerba. Mais Et là, un truc intéressant, c'est que là, je suis né, il y a eu la guerre. Et là, après, je suis sorti en Thaïlande. On était en Thaïlande en décembre. Oui. Et le patient zéro en Chine, c'était en décembre. C'était le 5 décembre, je pense, le patient zéro Covid. Et là, 5 jours après que je retournais, Thaïlande a fermé tout. c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que chaque fois que tu quittes la Tunisie, il se passe des dingueries dans le monde. Donc, Moi, je sais qu'ils ne me donnent pas la visa pour ce truc. Il y a quelqu'un qui dit, eh ben, ce mec, non, il reste dans son pays. Mais bon, tu t'es pas démoralisé, tu as quand même continué. Et il y a 2 sociétés derrière, parce que du coup, c'est Société Camel Studio, Ouais. ça a fonctionné. Mais tu as décidé de prendre un nouveau virage, comme on dit. Oui, il y a un truc à travailler avec Bear Studio et dans ma société comme El Studio, c'est le fait de travailler sur d'autres projets en France. Ça m'a inspiré de lancer mon propre projet. Et donc, j'ai pendant 5 ans, je sais pas, 4-5 ans qu'on a travaillé ensemble, j'ai appris plein de trucs, plein de technologies dans le management. Je me suis dit, vraiment, il faut que j'essaie mon truc, tu vois.
Et donc là, j'avais cette Alors, idée. Juste, on va expliquer un petit point de détail, parce que peut-être que les gens ne pourraient pas comprendre, parce que c'était ta société et c'était ton truc, mais en fait, la problématique, elle était que nous, on avait un système de fonctionnement, enfin, ça fonctionnait bien, c'est-à-dire que on faisait du service pour une société de service, Ouais, et en fait, ça roulait ouais, tout seul, entre guillemets, donc il n'y avait pas vraiment ouais, de ouais, ouais, plus de challenge que ça, ouais. et en fait, cette société, elle avait été créée pour finalement mettre en place, réussir à faire fonctionner administrativement un système qu'on avait déjà Ouais, plus ou moins mis en place. ouais. Bah, là, jusqu'à Thinkerview, bah, Camel Studio, comme tu as dit, c'était une société au final pour faciliter les opérations, je pense, que ce soit légal, tu vois, en Tunisie, cet aspect juridique. Mais là, Et c'est donc, alors, après. juste, qu'est-ce que tu en as fait de Camel Studio? Camel Studio, bon, j'ai vendu mes parts, je suis sorti, j'ai laissé mes parts à Hand. Et c'était La nouvelle gestionnaire nouvelle gestionnaire de Camel Studio. Comme ça, je me suis dit, ben, il faut que je lance, j'essaie de lancer mon truc. Et j'avais toujours cette idée de projet qui manque pour moi en Tunisie, en tout cas, qui a été inspiré par le projet de ma mère, c'est les jardins d'enfants. Donc des établissements d'enfants. Comment ils gèrent, ils font la gestion de leur établissement? Ben, on regarde l'existant, ils font des trucs galères, ils ont du papier partout, des parents qui payent, tu as des bouts de papier qui te dit que tu as payé, tu le perds, peut-être que tu n'as pas payé, tu vois. Donc il y a tout ce galère et là je me dis ben, une solution comme ça, informatisée, qui peuvent aider les, les directrices des jardins d'enfants, les établissements d'enfants en général, de gérer leur établissement et de mieux suivre les performances, les gestions, les paiements, les enfants, les classes. Et donc, c'est là que ça m'était venu le nom d'Asserkid. Bon, Asser, c'était la venue de l'espace, un peu Asser, tu vois, et Kid, c'est pour les enfants, donc Asserkid. Et j'ai lancé le projet. C'était, je pense qu'on a la dernière mission que j'avais avec Camel Studio, parce qu'il y avait un autre projet, pas juste la gestion. Je suis sorti de la gestion 3 mois avant et après, Oui, le temps de partir. ouais, temps de partir. Ouais. Et après, je pense en 22 juillet, mi-juillet 2022, je pense, je commençais à travailler sur mon projet. Et là, ben, je commence. Donc, ton projet qui est la différence de Camel Studio, qui était une société de service, là, c'est une vraie start-up. Il y avait une start-up, oui, Donc, c'était une vraie start-up. Et là, je commence. Il y a plein de trucs que je vais faire. Et merci à toi aussi, à l'équipe Bear Studio. Vous étiez un peu le support au début. Donc, mais quand même, il y reste plein de trucs à faire. Ben, tu veux travailler une solution. Tu n'as pas les wireframes, tu n'as pas les écrans, tu n'as pas l'UI. Par exemple, OK, à Bear Studio, j'ai fait de la gestion. J'étais un développeur full stack expérimenté, oui. Mais il y a le DevOps que je ne connais pas. Donc, tu as tous ces problèmes, Oui, et puis là, tous ces trucs. et là, tu es que sur la partie technique, parce que Et là, après, tu as la oui, partie gestion d'entreprise, gestion, l'écosystème startup aussi. écosystème startup, c'est ça. T'as quand même, t'as participé à des programmes aussi. Oui, donc, enfin, tu racontes un peu tout ça. ouais, donc en Tunisie, on a le programme Startup Act. OK? Startup Act, ça permet à des sociétés tunisiennes d'avoir des avantages en tant qu'entreprise, des avantages pour les startups. Et ces avantages-là sont divisés en 3 sections. C'est des avantages pour les fondateurs, des avantages pour l'entreprise elle-même et des avantages pour les investisseurs. Et ça aide ça facilite les investissements. Le but, c'était d'agrandir et d'avoir une unicorne. Bon, c'est un Stadip, au final, l'organisme, le programme est considéré successful parce qu'on a eu, par exemple, un Stadip qui est vendu au final, qui a changé, c'était plus tunisien, après a changé à l'Angleterre, mais qui a commencé en Tunisie. Stadip, c'est une start-up tunisienne. Oui, à la base, Ok. oui, c'était tunisienne.
Et après, c'était vendu j'ai oublié le nom, donc l'entreprise pharmaceutique. Donc, et donc là, on a obtenu. Je me suis dit qu'il faut que j'obtienne bien sûr le label startup. Ça va me faciliter plein de trucs. Et c'était en juillet, j'ai commencé à travailler la solution pendant 2 mois. Et là, en novembre, je me dis, eh ben, il n'y avait pas seulement travailler la solution, il y avait faire la recherche qui n'était pas donnée parce que, ok, avant j'ai fait le développement et tout, mais là, il faut vraiment que je parle avec des gens. Et là, je parle avec des, tu vois, j'ai eu quelqu'un avec moi dans l'entreprise, Sonia, que merci à elle, elle a communiqué avec plein de jardins d'enfants. Et aussi, moi, je suis déplacé à parler plein de directrices. Et comme ça, on a fait faire un questionnaire. Et c'était le collecte d'informations des utilisateurs. Mais même tu le fais, tu ne sauras jamais si tu l'as bien fait. C'est que, sauf après. Sauf parce que lorsque tu ne l'as pas bien fait, ça serait remarqué lorsque après tu as fini l'application et personne ne travaille dessus, ne travaille avec. Donc là, on a collecté les informations comme on a pu. C'était vraiment génial parce que là, tu sors, tu communiques avec des gens et il y a plein d'histoires de communication et des gens qui s'ouvrent avec toi pour d'autres trucs, pas seulement pour pour ton projet. Enfin, toi, tu viens, tu parles avec cette solution qui peut leur aider à révolutionner comment ils travaillent sur l'établissement. Je ne dis pas révolutionner, mais au moins aider, tu vois, comment suivre l'établissement. Et eux te disent, mais le plan B n'est pas venu aujourd'hui parce que... Et mon mari, il ne faut rien. Et là, moi, ok, mais tu vois d'autres solutions. Et donc là, c'était vraiment très... tu sens vivant, tu vois. Et on a commencé à travailler la partie technique. Et le truc que je vois comme un succès, c'est que la société, on l'a officiellement lancée en novembre. En décembre, on a eu le label. C'était dans un mois. On a postulé pour le programme parce que pour avoir le label, il faut que tu aies une entité juridique. Tu vois. Sinon, il y a un pré-label. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu n'as pas la société encore. Donc, tu peux commencer, juste postuler. Après, lorsque tu as fini tous les trucs juridiques, ce serait changer, migrer, faire le label. Tu vois. Et donc là, on a obtenu le label en janvier. Et 3 mois plus tard, on a postulé pour un programme R de Flywheel. Flywheel aussi, c'est un organisme mi-tunisien, je pense, allemand. Il y a peut-être la Banque mondiale, mais c'est une communauté qui a 2 programmes, 2 subventions, qui donnent 2 subventions, c'est R et R2. Et ces subventions-là, elles comptent de 30 000 dinars à 200 000 dinars. Et aussi, il y a ça, c'est pour les startups, mais il y a aussi des programmes DEAL. DEAL, c'est pour les organismes comme les incubateurs et tout, c'est les accélérateurs, qui ont aussi une subvention de 200 000 dinars pour subventionner le programme d'incuber les gens et tout. Et donc là, nous, on a postulé pour R, on l'a obtenu. Donc c'était cool. Donc à la laps du temps de moins de 8 mois ou 7 mois, on avait une partie, la première version de la solution, le label R. Et là, on avait la subvention 30 000 dinars qui nous a aidés au tout début parce que à moi, j'avais vraiment 400 dinars dans le compte de la société. Et il y avait des factures de 1000 dinars. Ah, ça, c'est la différence entre le développeur de société de service et les développeurs start-up, tu vois. C'est ça, exactement ça. Donc, Et du coup, tu es devenu millionnaire, c'est une unicorn? Non, c'est loin. Le projet, après une certaine période, on a eu des utilisateurs, il y a des gens qui ont payé, tu vois, qui ont payé pour la solution, mais au final, on a décidé de passer sur un autre truc, de laisser de côté Assertip. Pourquoi? Parce que c'est juste le market cap. Et ça, c'est l'un des trucs que j'ai appris. Et j'ai appris avec l'expérience.
c'est vraiment le marché très important. Et le public, le target que tu as, c'est très important aussi. Et parce que là, par exemple, pour Astarkid, en général, pour les startups, pour qu'une startup fonctionne, vraiment, no bullshit, il y a 3 facteurs très importants. Il y a le pain, la douleur, tu vois. C'est-à-dire que tu vas résoudre un truc qui fait mal aux gens, tu vois. Le deuxième, c'est urgency. Est-ce que c'est urgent ou pas? Ok, il y a des trucs qui me font mal, mais peut-être c'est pas urgent pour moi, tu vois. Je peux laisser tomber. Et le troisième, c'est le market cap, c'est vraiment le marché. Si tu as ces trois-là, ben, une idée qui vise ces 3 facteurs, qui a ces 3 facteurs, ben, tu as vraiment une solution qui peut devenir grandir, tu vois, et tu peux devenir millionnaire, tu vois. Sinon, sinon, il faut vraiment être prudent à choisir la solution dont tu veux travailler. Là, à Starkid, il y avait 2 problèmes, tu vois. Et le premier, c'était le marché. Le marché, au final, on a pris la data depuis le ministère de l'Éducation et il y avait 10 000 jardins d'enfants dans le fichier. Une autre solution que tu peux faire, tu peux faire à la main Google Maps, tu vois, GeoGuessr, tu vas jouer au GeoGuessr et appeler tous les jardins d'enfants de Télécom. Tu ne peux pas faire ça. Donc on s'est dit, ok, ce fichier peut être plus pertinent. Et là, on commence à appeler. On fait des lignes orangées si le nom marche plus, si le numéro marche plus, ou l'entreprise, le jardin d'enfants est fermé. Sinon, tu aurais rouge ou vert si par exemple tu as pris un rendez-vous, ou non rouge si la personne n'est pas intéressée, tu vois. Et donc là, il y a plein d'orangés, tu vois, parce que la plupart des numéros ne marchent pas, tu vois. Donc toi, tu te dis, ok, il y a 10 000 chez Jardin d'enfants. En réalité, non. Tu trouves qu'au final, tu peux viser 3 000. D'accord. Et donc la probabilité, c'est pas favorable beaucoup à travailler une solution, surtout qu'il n'y a pas l'aspect urgency, tu vois. C'est pas urgent pour eux de travailler avec une solution. Ok, tous les directrices qui essaient la solution vont dire oui, c'est sympa, c'est très intéressant, c'est joli, c'est facile à utiliser, mais c'est pas urgent. C'est pas urgent pour moi. Et l'autre truc, c'est que là, le target, tu vises des directrices de jardins d'enfants qui n'en sont pas habituées aux technologies. Par exemple, si un jour tu travailles pour des gens, par exemple des solutions mobiles, tu vas viser des gens qui ont déjà des solutions mobiles. Tu vois. Donc le target que tu as, mais les directrices de jardins d'enfants pour une solution B2B, c'est pas. Donc on a appris ça. Et on passe sur un autre. Il y a une solution qu'on travaille dessus, on va la lancer prochainement. Donc tu veux dire que, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent et qui est pas. Alors ce que j'aime bien dans ton expliquer, c'est que toi, t'as appris, t'es pas en mode c'est la catastrophe ou c'était nul ou essayer de masquer les choses, etc. Tu dis la réalité. Ouais. Et moi, de ce que je vois là, c'est un exemple qui arrive très souvent. Hein. C'est que tu vois bien que dans le circuit que tu as fait, tu as eu des labels, tu as eu des encouragements, des financements, tu as développé un produit, tu as pris des données, etc. En fait, ce système startup, il est fait pour un peu inciter les gens à entreprendre, à faire des choses, etc. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est pas parce que tu as un label que ça garantit que tu vas avoir que tu as un marché. C'est pas parce que tu as des chiffres du ministère que les chiffres sont bons, etc. Donc, Ouais. en fait, toi, tu es tombé dans le cas qui est pas le pire cas parce que en vrai, je pense que ton produit, il y avait quand même t'as quand même eu des clients, etc. Ouais. Donc, il répondait à un besoin, mais tu t'es rendu compte que effectivement, le time to market, la taille, etc. Ça pouvait être compliqué. Mais tu vois ça m'intéresserait qu'après d'avoir un peu ton avis sur l'écosystème startup entrepreneurial en Tunisie, c'est un peu la même chose partout hein, dans le monde en plus. Hein. Ouais. C'est des petites bulles avec les mêmes mindsets où voilà, on t'encourage, on t'aide, c'est bien, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui a une vision assez
expérimenté et pragmatique pour pouvoir dire attention à ça, parce que j'imagine que des gens t'ont donné des conseils, mais ce conseil de est-ce que les 10 000 fiches, les 10 000 sont des vrais, les 10 000 jardins d'enfants les chiffres sont vrais, ça je sais pas si quelqu'un t'avait levé ce warning, est-ce que tu vois, enfin est-ce qu'il y a des gens qui t'ont levé des warnings avant ou tout ça tu l'as appris par toi-même Non, tu l'apprends à toi-même, mais après, tu connais que les trucs gouvernementaux, un truc qui vient du gouvernement, tu peux pas donner confiance, tu vois. C'est pas comme, ah oui, non, c'est 10 000, c'est ok, je vais faire 10 000, non. Au final, nous, on s'est dit que ça peut être, oui, à la moitié, tu vois, 5 000. Mais c'était au final la conversion, c'est qu'on a sous-estimé. C'est-à-dire que on était plus optimiste. Comme très souvent en Oui, startup. très souvent. Mais le truc, c'est que lorsque c'est ça, lorsque tu as un plus grand marché, tu vois. Parce que par exemple, le market cap que tu targets, c'est 200 billions. Bah, même si tu peux être optimiste, parce qu'au final, c'est un très gros marché. Mais lorsque tu vises 5000, tu vas convertir. Même avec un marché de 2 millions, en fait, qu'il faut pas sous-estimer le côté coût de conversion, en fait. Oui, c'est ça, c'est le coût, et c'est ça l'un des trucs, c'est le coût de conversion. Et c'était vraiment. C'est que nous a inspiré à notre prochaine solution qu'on va travailler, qui est inspirée d'un circuit, tu vois. C'est parce que là, la solution qu'on va travailler avec, c'est vraiment. Elle est née depuis un circuit. Donc c'était une de mes questions, parce que souvent, ce que tu décris, en gros, on avait prévu un truc, on avait un marché, enfin, on avait une vision et finalement, on se rend compte que la vision est pas bonne, machin, etc. Donc effectivement, c'est assez fréquent en startup. Ouais. Ce qui va être déterminant, c'est la lucidité des personnes, en fait, des entrepreneurs ou des gens qui sont sur le projet, la lucidité sur ça et de dire, ok, est-ce qu'on continue dans cette direction-là ou est-ce qu'on change? Ouais. Et le changement, ça s'appelle un pivot. Ouais. J'avais posé la question, en gros, vous n'avez pas envisagé le pivot? En fait, si, vous êtes en train de... Oui, nous sommes en train de pivoter vers une autre solution, vers un autre marché, vers un autre marché, tu vois, qui vise plus les jardins d'enfants, mais un truc plus grand, tu vois. Okay. Donc, un écosystème plus grand, qui vise des gens qui travaillent déjà avec des solutions, tu vois. Okay. Donc, le jour où on aura un truc plus, on va l'annoncer, mais pour le moment, on va juste travailler avec discrètement, okay. Laissons au suspense. Ok. Et du coup, donc là, cette société-là, elle existe toujours, Asterkid? Asterkid, c'est pas une société, c'est un nom de ce produit. Okay, c'est ça. Donc, et c'est pour ça que j'ai choisi de séparer Thinkerview et Asterkid. Okay. C'était parce que pour moi, ok, Asterkid peut se terminer, c'est fermé et tout, mais Thinkerview va toujours continuer, tu vois. Okay. Il y a une autre solution. Okay, parce qu'on va itérer. C'est quoi cette société? C'est une société de services. On travaille avec comme nous, des startups ou des sociétés des groupes, des sociétés de développement qui ont besoin par exemple de renfort, ou soit des clients indépendants qui veulent tester une idée ou travailler une solution. Et nous, on travaille cette solution pour eux, par un MVP, tu vois, V0, V1. En Tunisie, dans le monde, là, nos clients, on a Novakid. C'est une start-up américaine qui a, je pense, 400 millions de dollars, 1 billion de dinars tunisiens, le chiffre d'affaires. Donc c'est un gros client pour nous. Comment on l'a obtenu? Elle a racheté une société qui était notre client, Lingumi, tu vois. Et la startup, elle a fait faillite. Ça, c'est un autre sujet aussi, qui a fait. Et c'est pas fait faillite, mais elle n'a pas trouvé des investisseurs. C'est ça un truc. Mais elle a été rachetée parce qu'elle avait vraiment des utilisateurs et tout. Mais c'est juste qu'elle avait besoin plus de cash pour. Parce que pour que les gens comprennent, je ne sais pas si les gens comprennent le cycle de vie de la startup. La startup, les premières années, c'est des investissements. Ce n'est pas plus lucratif. Tu regardes les fichiers,
de la plupart des startups qui, pour les 5-6 premières années, n'importe quelle. Même OpenAI, elle est déficitaire, je pense, de plusieurs milliards même de dollars. Les Américains, c'est encore autre chose. Oui, mais OpenAI, c'est une société qui a beaucoup plus d'utilisateurs. Alors imagine qu'il y a une société qui n'a pas des utilisateurs, tu vois. Donc là, les sociétés en général, elles vivent depuis les subventions, tu vois, depuis les premières années. Et là, après, lorsque ça devient lucratif, elle passe à un autre niveau. Elle trouve comment capitaliser sur les utilisateurs qu'elle a et tout. Et les investisseurs en général, pourquoi ils investissent sur les startups? C'est juste pour qu'ils achètent les stock price, tu vois, au début à bas prix. Et après, lorsqu'il y a une autre levée de fonds, ils vont vendre leur part avec une plus grosse une marge, tu vois. Et c'est le but, donc des startups. Okay. Tu as une double casquette, à la fois développeur et entrepreneur en Tunisie. Et j'aimerais bien que tu me parles de ces deux expériences-là. C'est quoi être un développeur en Tunisie, selon toi Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il y a, parle-moi un peu de ça. Et puis, on fera un peu la même chose sur l'entrepreneuriat en Tunisie aussi. Ça peut être intéressant parce que l'idée de ça, c'est de voir un peu si c'est similaire partout dans le monde ou pas. Ça peut peut-être, si tu as des conseils à donner à des jeunes développeurs tunisiens ou des gens en reconversion aussi, parce que je crois qu'il y en a beaucoup aussi en Tunisie. Ouais. Donc, vas-y, sur la partie développement déjà. Oui, ok. Donc, comme j'ai dit, moi j'étais toujours inspiré, je voulais toujours faire du dev depuis petit, donc c'était plus facile pour moi. Et c'était sincère. C'était pas juste pour l'argent. Et donc là, déjà moi lorsque j'étais orienté, juste une parenthèse, orienté vers le développement, au tout début, les développeurs étaient fauchés, tu vois. Donc là, mon père, il fallait être convaincu par un prof de l'informatique. Il lui dit: ah oui, le futur, c'est le développement, tu vois. Il va pas être fauché, tu vois. C'est juste. Mais après, c'était l'âge d'or, je pense, 2015, 2016, jusqu'à 2000. Covid, peut-être, on va dire. C'était l'âge d'or, je pense, pour les développeurs. Et juste revenir à la question, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être développeur? Selon toi. Selon moi. Bon, pour moi, j'ai une réponse maintenant, mais une année avant, j'aurais donné une autre un peu différente. Et tu sais pourquoi? C'est impacté par l'IA, mais c'est un autre sujet, on va pas parler. Vas-y, allons-y. Donc, mais là, l'essence du développeur, il y a deux types. Tu vois. Et j'ai travaillé avec, même toi je pense, tu as travaillé avec ces deux types de développeurs. Donc il y a les développeurs qui résolvent les problèmes et il y a des développeurs qui au final soit créent, soit au final fait le truc de ce que leur dit, tu vois. Il n'y a pas de la créativité, tu vois. Donc, mais oui, créer le problème. Parce qu'au final, tu vois que elle va créer le problème, tu vois. Et alors, du coup, ok. Alors, en gros, tu as le développeur qui cherche vraiment à résoudre les problèmes, ouais. Et tu as le développeur qui veut juste coder et s'en fout. C'est ça que tu dis. C'est ça, c'est exactement ça. Et lequel est le bon, selon toi? Ou peut-être que les deux sont bons. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais ou bon? C'est quoi ton avis sur la question? Pour moi, c'est facile. Pour moi, je dis toujours, résoudre le problème, c'est le mieux pour toi, surtout maintenant. Parce que là, maintenant, coder, ça devient dilué en valeur. C'est-à-dire que maintenant, les machines, ok, elles font du code qui n'est pas des problèmes complexes, pas aussi du code propre, mais au final, ils vont y arriver un jour. Parce que là, ce que tu dis, c'est que les développeurs vont être remplacés par des IA. Non, je dis pas ça. Mais je dis juste que juste coder, maintenant, ça n'a plus de sens. Parce que même pour les codeurs, maintenant, c'est l'IA qui peut coder pour eux. Mais c'est juste, il y a cette partie de résoudre le problème.
parce qu'il y a des problèmes concrets et comprendre les technologies et être curieux. Et tu apprends les nouvelles technologies et comment utiliser ces technologies les plus importantes d'une façon optimale pour résoudre ce problème. Et parce qu'il y a le piège, il y a aussi le piège, il y a les développeurs qui résolvent le problème, mais pas par les critères des clients, par exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas lucratif. Et c'est côté business qui manque pour les développeurs, tu vois. Et toi, Je sais, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, oui, c'est parce que... on ne s'est pas parlé depuis quasiment 2 ou 3 ans. Ouais. Mais c'est un discours que je tiens et que je maintiens depuis de plus en plus ces dernières années. Donc, Ouais. non, mais du coup, ce que tu te dis, en gros, parce que je parle le Amine aussi, ça fait des années que je te connais, donc je vais expliquer ce point-là qui est important. C'est ce que tu dis en substance, c'est que le bon développeur ne sera pas remplacé par l'IA, mais le mauvais développeur, celui qui ne cherche pas à résoudre le problème, sera remplacé par l'IA. C'est sûr. Et ne sera remplacé pas par l'IA, par le bon développeur qui va faire son boulot, tu vois. Qui va faire le boulot des deux, tu vois. Parce que, ouais. Donc ce que tu expliquais, c'était que donc, il faut essayer de résoudre le problème et aussi penser à apporter de la valeur pour l'utilisateur et le client, quoi. Et le client. Parce que c'est donc toi, tu penses que le développeur ce que moi j'appelle un bandeur de techno, tu vois, le développeur qui veut juste faire du joli code sur une techno et qu'on n'a rien à foutre du besoin utilisateur et des clients et des machins. Exactement. Tu penses que ça va disparaître? Moi, je pense que tu es optimiste, mais j'espère. Là, tu parles pas comme un développeur, tu parles comme un entrepreneur et un manager. C'est exactement ça. Le truc, c'est que, et c'est pour ça, c'est ce que j'ai découvert je découvre de plus en plus parce que j'ai pris cette route de travailler sur mes projets, tu vois, la Starkid et le nouveau projet, ou même travailler avec des startups en général. Les gens vraiment, les techs, ben, ils savent pas communiquer avec eux. Le truc, c'est que, mec, si quelqu'un est venu à moi et me dit Amine, j'ai ce problème, et il n'en a rien à battre la technologie, c'est quoi la technologie que j'utilise, c'est quoi je veux juste que j'ai ce résultat, tu vois. Et il faut pas. Est-ce que c'est joli? Le code, c'est pour les développeurs qui est joli, mais le client, est-ce que ça apporte de la valeur? Et si tu vas investir 15 jours, 20 jours, qui est pris du temps de test pour les clients, qui a travaillé le compétiteur, tu vois. C'est quelqu'un qui est, tu vois, l'autre société. Donc là, ça va à l'encontre de ton client, ça va à l'encontre de la personne qui est trusted you, tu vois, avec sa solution, tu vois. Donc ça, c'est un dilemme, tu vois. Moi, j'aime vraiment les très très bons développeurs peuvent faire mal de ce côté-là, tu vois. La dernière techno, perfect code, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas mettre des guillemets, des apostrophes, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, tu bloques les MR de 2 semaines, 1 semaine, juste pour des retours. Personne n'a jamais demandé rien. Ça sent le vécu, ça. Tu le vois. Hein. Ouais. Mais aussi, tu mettre du code, pas faire de la review, du code qui pose problème dans la prod un autre jour. Tu prends pas quand tu réfléchis pas assez au scénario. Si par exemple, s'il a 10 000 utilisateurs, 20 000 utilisateurs, ben aussi ça pose problème, tu vois. Donc pour moi, c'est l'équilibre. Et c'est les développeurs qui pensent de cette façon, qui font attention à la qualité de code en général, qui ne posent pas de problème. Le code est bien à 70%, pour moi, c'est bien. Déjà parce que demande au client. Oui. Demande au client. Ok, pour moi, tu crées du code problématique, mais tu crées des tests unitaires, c'est mieux, non? au moins, avec les tests unitaires, juste en part technique là, mais c'est juste cette façon de penser. Les développeurs qui peuvent maîtriser ces deux aspects, aspect business et aspect technique, ils n'ont pas à être des très très bons développeurs. Ils vont être, je pense, le plus pris, tu vois. Ils ne vont pas rester au chômage. Ils vont être toujours sollicités tout le temps
Tu vois, et pour moi, c'est En tout cas, important d'être comme ça. En tout cas, si vous êtes comme ça, s'ils sont comme ça ou si vous entendez que vous êtes comme ça, n'hésitez pas à contacter Amine ou à me contacter moi parce que il y a beaucoup de développeurs, mais des profils comme ça, il n'y en a pas tant que ça en fait. Et je pense que oui, c'est un conseil. Bon, je vais parler un peu pour toi, mais parce qu'on là-dessus on est d'accord, c'est que pour les jeunes développeurs, en fait, voilà, si vous arrivez à comprendre ce qu'on essaye de dire et à percevoir la valeur et à être comme ça. Ouais, c'est là où vous avez vraiment le plus de valeur et le plus de points à jouer et de points à gagner parce que il faut être bon techniquement, il faut connaître les langages, etc. Mais les langages, ça s'apprend. Ça s'apprend plus facilement que... et résoudre des problèmes, ça s'apprend aussi. Hein. C'est juste que ne négligez pas cette partie-là parce que c'est vraiment quelque chose de primordial. Moi, je commence à avoir une petite vision, on va dire, pas mondiale, mais de différents pays. Et c'est un critère de sélection que, étrangement, je remarque dans beaucoup de pays avec des cultures totalement différentes. Ouais. Là, donc toi, tu es un développeur tunisien à Djerba, tu vois, qui pourrait être... Enfin, on s'attend pas à trouver une communauté de développeurs et des développeurs à Djerba. Et pourtant, il y en a. Et tu vois, même là, c'est un critère important. Donc, on parle pas de... Parce que là, on n'est pas... Djerba, c'est pas San Francisco, tu vois, c'est pas la crème de la crème, machin. Et pour autant, ça, c'est des choses qu'on n'entend pas assez, je trouve, à mon goût. Pour moi, je pense que c'est même un critère plus important que le code. Pour moi, c'est plus important. Parce que le code, comme tu as dit, c'est pas un truc spécial. Hein. Maintenant, tu peux avoir Clean Code, il y a plein de repos, plein d'exemples, plein d'AI qui peuvent le faire, mais ce truc-là, ça s'apprend pas tu vas pas l'avoir avec l'AI. Ton expérience en tant qu'entrepreneur en Tunisie, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas une licorne, tu vois, t'es pas devenu millionnaire. Parce qu'en fait, quand t'es devenu millionnaire, t'es en mode t'es génial, machin, etc. Là, tu l'es pas encore, je te le souhaite. Mais du coup, c'est AstorKids, c'est pas un succès, c'est pas un échec, comme dirait Macron. Je dirais pas que nous avons échoué, je dirais que nous n'avons pas réussi. Oui, c'est une itération, échec de l'itération. C'est une itération. Peu importe, tu vas on va dire que en fait, on n'est pas en mode. Il n'y a pas un statut définitif qui dit voilà, c'est un échec. Ouais. Du coup, tu es dans un état un peu. Enfin, tu as un état non défini. Toi, ton état d'esprit par rapport et ton expérience d'entrepreneur en Tunisie et de start-up, est-ce que c'est positif, négatif comment de manière globale, et puis après, tu peux aller un peu en détail sur certains points. Ouais. Donc, en Tunisie, on va avoir une société, au final, maintenant, surtout avec une société informatique où tu travailles en remote, où est-ce que tu es peut-être pas, n'a pas assez d'impact. Il y a un impact, mais tu as la chance, il y a la possibilité de travailler avec des sociétés étrangères. Donc, comme nous, par exemple, on travaille des sociétés, 50% de nos clients sont des clients étrangers. La Tunisie propose même, parce que là, toi, tu connais, mais il y a quand même des systèmes... écosystèmes. Les sociétés totalement ou partiellement exportatrices. Ouais. Par exemple, ça, je sais moi, j'ai des sociétés en France. Je ne sais pas si ce statut existe ou pas, mais quand tu crées une société de service, par exemple, ou même une start-up en France, tu n'as pas cette question-là à se poser. Ouais. Du coup, je veux bien que tu expliques ce que c'est ça, parce que c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Et c'est un mécanisme qui est là pour aider les entreprises à se développer. À se développer, oui. Donc là, la société totalement exportatrice, c'était le statut de Kamal Studio. Le statut de Tinkerview, c'est différent. Juste, je vais dire après. Donc, société totalement exportatrice, c'est une société qui exporte son service ou c'est bien. goods. Donc, la condition, c'est que 70% de l'export de l'entreprise, c'est-à-dire les clients de l'entreprise, la destination de leurs produits doivent être à l'extérieur de la Tunisie.
C'est pas un marché local. En fait, en fait, en théorie, c'est même censé être 100% et ils ont allégé. Ouais, c'est 30%. Et il y a une tolérance de 30%. C'est Mais 30%. comme son nom l'indique, totalement exportatrice, c'est le principe de dire ta société, elle fait juste de l'export. Export, ouais. Et c'est quoi l'intérêt de faire, l'avantage de faire une société totalement exportatrice en Tunisie quand tu veux dire, Bon, les services, les avantages, que je connais pas tous les avantages, mais les avantages que je connais, c'est que tu as 100% d'exonération, c'est-à-dire le taxe, tu n'es pas taxé, c'est-à-dire que la 18% sur le produit, il n'en a pas. Et il y a aussi un autre avantage que lorsque tu achètes des produits, tu peux être exonéré. Par exemple, tu achètes des machines. Bon, dans notre cas, avec Camel Studio, on n'a pas utilisé cet avantage parce qu'on n'a pas tant que ça que les... Oui, c'est pour les industries, c'est quand tu veux. Oui, voilà. c'est comme ça. Mais là, de toute façon, le principe, c'est juste d'expliquer, voilà, c'est un mécanisme qui permet d'avoir des avantages fiscaux. L'intérêt, pourquoi? Pour le pays, c'est de faire rentrer des capitaux étrangers par l'intermédiaire de ces sociétés. Et en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est plus encourageant. Ouais, voilà. Et en ça. fait, les sociétés de services informatiques en Tunisie ont souvent parce que ça doit être un statut qui existe en France, hein, mais puis en Europe, mais en fait, on se pose moins la question. Mais en fait, quand tu fais du service informatique en Tunisie, très souvent, tu vas aussi travailler avec des entreprises étrangères. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce statut pour les sociétés tunisiennes. Oui. Donc là, lorsque ça aide l'économie, tu vois, locale, ça aide à recruter, tu as de l'argent. Parce que l'un des trucs, le problème, même pour la startup que j'ai rencontrée avec Asterkid, c'est que le marché local, c'est faible. Il n'y a pas de grosse demande, tu vois. On n'est pas une société de consommation vraiment en Tunisie. Et ça s'applique sur plusieurs secteurs, plusieurs trucs. Déjà, tu regardes le GDP de la Tunisie, c'est pas rien comparé par exemple à un GDP européen, tu vois. Ouais, le truc, c'est que il n'y a pas vraiment tant que ça l'argent qui tourne. Et donc, avoir la chance de viser l'international, tu as beaucoup plus d'opportunités. Et pour moi, une société en Tunisie, tu as plus de chances, si tu vises l'international, à résister, tu vois. Mais il y a d'autres projets, par exemple au commerce, je connais quelqu'un qui fait un gros chiffre juste à travers un produit en Tunisie, tu vois, à Djerba, et fait de l'e-commerce, publicité Facebook, et maintenant elle voyage le monde, tu vois. Donc c'est pas vraiment non. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Mais c'est plus facile de faire de l'export. C'est exactement ça. Et parce que ici les projets qui marchent, tu sais qu'il va marcher, c'est traditionnel, tu vois. The boring companies, tu vois. Ouais, c'est de café, c'est Camel, c'est ça. Tu fais des tours, tu fais une curée. C'est par exemple un restaurant, un café, tu vois toujours ce type de projet et comme ça tu connais les chiffres d'affaires possibles, un maximum, minimum, tu vois, c'est bon. D'autres projets, dans l'innovation, c'est un peu, ça résiste un peu, tu vois. Donc surtout pour les startups. Et déjà, la plupart des startups en Tunisie qui ont réussi, ils n'ont pas juste resté au niveau de la Tunisie, tu vois. Ouais. Il y a, alors moi j'ai en tête un problème assez récurrent. Enfin, j'entends souvent un des problèmes de manière générale pour les startups en Tunisie et puis même pour le business en Tunisie, c'est la problématique des cartes bancaires en fait. Oui, c'est un truc. Tu peux expliquer ça pour que. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Je veux dire. Parce qu'on a vraiment j'ai parlé un peu on remarque qu'on a vraiment un gros potentiel en tant qu'une société qui peut fournir du service. La Tunisie regorge de vraiment des compétences, des ingénieurs, développeurs qui sont recrutés, sollicités partout. Par exemple, tu as vu Canada, des sociétés qui viennent recruter, par exemple, comme toi, dans ton cas, tu es venu, tu cherchais, on a travaillé ensemble. Et donc, c'est dommage que là, par exemple, on ne peut pas acheter des services comme on est limité en tout cas. Ça, c'est une barrière. En fait, la barrière, c'est que
En fait, les achats en ligne ne sont pas possibles. C'est possible que sur le marché tunisien, Ouais. mais Avec une carte bancaire tunisienne. c'est une carte bancaire tunisienne, tu peux pas acheter un truc en Europe, par exemple. Ça Non. pose même des problèmes. Alors, ceux Ouais. qui font, les Tunisiens qui jouent aux jeux vidéo, Oui, ils c'est. savent, hein, tu veux acheter tes skins sur LoL ou autre, Bah ça oui, tu peux pas. Il y a des astuces, etc. Mais ça, c'est un vrai problème pour Problème développer bloquant. pour l'innovation des startups, etc. Parce Ça- que, à un moment donné, tu as besoin de mettre en place un modèle économique et si tu veux mettre, par exemple, je sais pas, développer le Uber en fait tunisien, Ouais, il faut un système de paiement. Donc, soit tu es oui. bloqué sur un marché local qui en plus, enfin, je sais pas, il y a des un Stripe ne fonctionne pas en Tunisie, Ouais. je crois, Je crois, oui, ça fonctionne. et il y a pas des, enfin, et travailler avec les banques tunisiennes, Oui, c'est déjà la solution. c'est possible, ça se fait, enfin, c'est compliqué. Il y a- Je veux faire ma start-up demain, tu Ouais, vois, ouais. et je veux me plugger à une banque tunisienne pour le système de paiement. Oui, ben, Je- tu peux c'est-à-dire avoir le paiement en ligne dans l'application, c'est possible. Déjà, il y a des solutions, des startups qui, comme, j'ai oublié le nom, mais des startups tunisiennes où il y a le paiement en ligne et qui te facilite, comme Stripe, bon, pas un nouveau Stripe, mais qui te facilite la tâche. Mais toutes ces solutions-là utilisent une solution qui est obtenue c'est-à-dire que seulement le pays, la Tunisie, le gouvernement, a cette solution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, donc, et c'est un formulaire, n'importe quelle solution tu vas utiliser, tu vas trouver au final avec le même formulaire. Tu vois. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui c'est-à-dire, qui a seulement cette solution. Il n'y a pas d'autre alternative. Et le truc, c'est que tu n'as pas le paiement récurrent, c'est ça le problème. Par exemple, si, même avec Assarkid, on a eu ce problème d'avoir les paiements, par exemple, trimestriels ou mensuels. Est-ce que tu vas solliciter le client chaque fois, chaque mois pour te payer? C'est pas un truc scalable, tu vois. Parce que tu vas te focaliser, appeler un mec. Surtout si c'est des montants qui sont pas très. Oui, c'est ça. Si on parle de 10 000 euros par mois à les Oui. récupérer, là tu payes quelqu'un pour appeler, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de petits montants. 50 dinars ou 70 dinars ou 100 dinars, tu vois. C'est pas vraiment. Je vais pas prendre la tête à chaque fois, à chaque jour. Moi, déjà, je travaille une solution pour les gens pour leur rappeler. Ne va pas me faire le même truc. C'est bloquant, tu vois. Tu vois, il y a dans l'économie le friction, ça s'appelle le friction. C'est comment tu stoppes. Maintenant, si tu regardes Google Pay ou Apple Pay, tu fais pas l'effort pour payer. Je pense que dans le futur, tu vas faire avec les yeux et tu vas payer, tu vois. Donc, tellement ils le font d'une manière si facile parce que ils veulent, tu vas faire l'échange. Ça, c'est la monnaie qui tourne, tu vois. Et plus c'est facile je prends l'argent, je te paie. Oui, C'est ce qui se passe en Asie, hein. D'ailleurs, ça serait intéressant de creuser ça, de voir est-ce que en Asie l'innovation avance bien aussi. Je pense que les fluidités sur les systèmes de paiement ils sont pour beaucoup de oui, choses quand même. oui, j'ai vu en Thaïlande, le train, tu paies 7-Eleven, pas de problème. Avec QR code, tu payes, t'as pas le monnaie. La plupart du temps, bon, il y a des restaurants et tout qui acceptent seulement du cash, mais la plupart du temps, les services importants, tu paies avec la carte. Et là, en Tunisie, et comme tu as dit, une société ne peut pas se permettre de solliciter quelqu'un pour des services. Ça ne se fait pas. Alors, la seule alternative, bon, il y a des gens qui font ce truc, c'est que ils ont des sociétés, des cartes, des comptes bancaires internationaux et qui est illégal. Tu vois. C'est pas légal et si un jour le gouvernement, il peut. C'est-à-dire, il a cette information-là, tu peux avoir des gros problèmes, tu vois, donc, en conséquence. Hormis la problématique bancaire, ton expérience entrepreneuriale et tes feedbacks
en Tunisie. Pour le compte en Tunisie, oui. Bah, moi, c'était positif. Hein. Vraiment, au final, c'était positif. Il y a les barrières que tu as est plus grande que dans d'autres pays. Tu n'as pas les mêmes possibilités. C'est-à-dire, mais au final, ça peut être lucratif. Ça peut être, tu peux, fun. Si tu regardes, tu es optimiste et tu te sens que c'est un truc à essayer vraiment. Pour moi, c'est surtout, on a le potentiel de faire plein de trucs en Tunisie. On a les ingénieurs, les développeurs, les gens, les têtes. C'est-à-dire il y a les personnels. C'est-à-dire que vraiment, tu peux tout faire. Tu as l'emplacement, par exemple, pour moi, à Djerba, c'est magnifique. Je vis ici et si je reste en Tunisie, je vais être à Djerba. Il y a des développeurs et des entrepreneurs à Djerba? Oui. Dans le numérique, je parle Dans le numérique, il y a beaucoup de développeurs djerbiens. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rester à Djerba parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Mais si il y a plein de gens, je suis sollicité par plein de développeurs qui veulent revenir à Djerba. Parce que les développeurs ils font de l'expérience 3, 4 ans, 5 ans à Tunis. Mais après, un jour, ils veulent revenir à leur ville natale, que ce soit Djerba ou Sfax ou un autre endroit. L'un des buts de Forkit aussi, et puis on va finir un peu sur ça, c'est Forkit, l'idée c'est aussi de connecter, on va dire, des communautés existantes un peu partout dans le monde, tu vois. Je sais pas, on est un développeur qui vit en Malaisie ou en Thaïlande ou au Canada qui débarque à Djerba, il cherche des communautés, où est-ce qu'il doit se rendre, il peut te contacter, on peut te trouver où, on peut te trouver sur il y a déjà mon LinkedIn, Mohamed Amin Ziraoui, si tu peux mettre juste le lien LinkedIn après. Les monteurs vont s'en occuper, c'est dans la description, tout ça, enfin ça y aura. Oui, il y a aussi la société Tinkerview.net, donc c'est pour quelqu'un, ou Tinkerview Djerba, Google Maps, on est basé à Djerba, donc vous allez nous trouver. Si un jour vous voulez quelqu'un qui a besoin, qui veut découvrir le monde de développement à Tunis, tu vois, même entrepreneurial, il peut me contacter à tout moment. Je serai heureux de leur répondre. Et aussi, il y a les communautés comme Cozy. Parce que là, par exemple, qu'est-ce qui est Cozy? Ah oui, Cozy, c'est un coworking space basé à Djerba. Et déjà, on s'est rencontrés à Cozy. Et donc, parce qu'on est tous les deux allés à Cozy, au coworking, qu'on a pu se retrouver. Donc, il faut vraiment, si quelqu'un, même si ce n'est pas tunisien, à notre endroit, pour le business, aller au coworking, ça aide beaucoup à voir ce qui se passe, récolter des informations. Et là, à Cozy, il y a 2 emplacements. Il y a Cozy Marina, Cozy Co-Living, oui. Non, j'allais dire, du coup, le point d'entrée, c'est Cozy. Parce qu'en vrai, il y a quelqu'un qui pourrait débarquer pour vivre, mais où tu as quelqu'un qui passe. L'autre probabilité, c'est de passer une semaine ou 2 en vacances à Djerba. Exactement. Et si vous voulez rencontrer un peu une communauté développeur ou entrepreneur dans le numérique à Djerba, il faut aller à Cozy. Exactement. Bon, Amine, je te remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à toi. On pourrait continuer. On fera peut-être d'autres épisodes aussi. Oui, j'espère bien. On se rencontre. On l'a refait. Mais j'espère que tout a bien enregistré. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à la prochaine. Voilà. Je pense. Bon, bisous. Ciao. Ouais. Ciao.